Mesdames et messieurs, bienvenue au débat du dimanche, une émission qui sera articulée autour de cette vidéo relayée sur les réseaux sociaux et attribuée au JNIM. Dans ce débat du dimanche, nous allons poser la question de savoir si le JNIM a les moyens de ses mises en garde. On va également parler de cette plainte du Mali auprès de la Cour internationale de justice. Vous vous rappelez, un aéronef de l'armée avait été détruit à Tinzaouaten dans la région de Kidal par l'Algérie. Que faut-il attendre de cette plainte auprès de la CIJ? Des questions que nous allons aborder avec nos invités. Boubacar Ba, Monsieur Ba, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur du Centre d'analyse de la gouvernance de la sécurité au Sahel. Youssouf Sissoko, directeur de publication de l'Alternance. Bonsoir Youssouf. Bonsoir Sekou. Amadou O. Diallo, journaliste. Bonsoir Diallo. Bonsoir. Vous avez un livre, je crois, à présenter à nos téléspectateurs. Oui, c'est un livre de Tcherno Diop, Démocratie et droits de l'homme, qui nous a envoyé pour lecture. Parce qu'il apprécie beaucoup ce qu'on dit sur le plateau. Donc c'est un honneur pour Africa, qu'on salue au passage. Alors, on salue M. Diop et le remercie pour le cadeau. Voilà, il paraît que c'est 2 exemplaires pour vous et Maître Cheikh Marcounari qui a abandonné le plateau. Voilà, également sur le plateau, Ousmane Bamba de Kenedougou Forum. Bamba, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, vous aurez souhaité également qu'on vous envoie aussi un exemplaire. Oui, mais c'est une erreur de l'envoyer à Cheikh Mar et pas à moi. D'accord. Voilà, je vous le disais, débat du dimanche dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux et attribuée au JNIM. On voit des menaces directes aux opérateurs économiques, notamment aux transporteurs et aux importateurs de carburant qui devraient désormais s'attendre à des représailles. Youssouf Sissoko, ça se multiplie. Est-ce qu'on peut déjà parler de psychose au niveau des corridors routiers ces derniers jours? Ok, merci Sekou et bonsoir à tous les téléspectateurs d'Africa. Effectivement, il y a une psychose véritable parce que au départ, je faisais partie en tout cas de ceux qui avaient mis en tout cas cette menace au compte d'une intimidation, juste une propagande pour faire peur. Mais après, je me suis rendu compte que la menace a été mise en exécution. Donc ça m'a quand même poussé à me poser un certain nombre de questions. Est-ce que, voilà, donc, quelle a été justement la réaction du gouvernement et pourquoi avoir attendu tout ce temps-là avant de réagir? Parce que jusque-là, ça veut dire que le gouvernement a été connu pour en tout cas chaque fois agir par rapport en tout cas aux événements, mais ce dernier temps, nous avons quand même remarqué qu'il y a un silence assourdissant. Et de l'autre côté, on sent que les JNIM multiplient en tout cas des sorties médiatiques. Je crois que cette bataille-là, il ne faudrait pas du tout que le gouvernement perde ça. Parce que la bataille, en tout cas, de la communication est une bataille très importante dans une guerre. Et j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, le JNIM est en train justement d'exceller, en tout cas, dans ce sens. Et je crois que c'est peut-être une erreur, bon, peut-être pas une erreur, parce qu'on dit que l'armée est la grande miette, mais je crois qu'à la longue, il faudrait quand même que le gouvernement, que l'armée corrige un peu cela, parce qu'on sait quand même que la DURPA a tout le temps réagi par rapport à des communiqués, par rapport à des réactions. Mais ce dernier temps, franchement, on constate qu'il y a un silence assourdissant. Et ce qui est un peu inquiétant, parce qu'il faudrait rassurer quand même les populations. Caille, je viens de quitter Caille il n'y a même pas un mois d'abord. Et ça, c'est après la menace. Hein. Je me suis dit tout simplement que c'est juste, en tout cas, une intimidation. Bon, on veut faire peur à la population, mais je remarque quand même qu'il y a quand même une mise en exécution, en tout cas, de cette menace-là, ce qui est quand même un peu inquiétant. Oui, Amadou Diallo, coïncidence ou pas, juste après cette menace, hein, on a vu, je ne sais pas si les images sont authentifiées, soit des compagnies de transport incendiés, soit des bouchons, des arrêts au niveau de principal corridor routier, des populations civiles qui sont bloquées souvent au niveau de certains axes. Est-ce qu'on peut dire que finalement cette menace-là qu'on a vue sur cette vidéo-là a pu être mise en évidence? Bon, bonsoir d'abord pour les téléspectateurs et téléspectatrices. Moi, ce qui m'a beaucoup étonné, je m'excuse auprès de mes frères Bambara, mais un Bamanan de Kologani qui sort pour tenter de montrer à la citadelle de Nyoro, une citadelle de religion,
pour dire que bon, on va vous combattre parce que vous n'êtes pas musulman. Ça, quand même, c'est une contradiction vraiment assez effarante. Maintenant, au-delà de ça... Attention pour les Bambara, nous sommes des Bamana. Oui, vous savez, c'est un peu... Je crois que la diversification, souvent, ça passe mal, quoi. Okay. Mais au-delà de la boutade, j'ai dit, moi, c'est qu'il y a 3 événements majeurs qui ont attiré mon attention par rapport à ça. Le premier événement, c'est... Je crois que c'est coïncidence pour coïncidence, je ne sais pas, mais je pense que ce n'est pas une coïncidence par hasard. Parce que cette menace arrive au lendemain de la décision du gouvernement de fermer la frontière à la transhumance des pays voisins. Alors, qui dit transhumance dit le mouvement des bétails et des hommes. Ça veut dire que certainement, il y a des soupçons que derrière les bétails, ceux qui prétendent être des bergers sont en fait des combattants qui se cachent derrière les bœufs. Deuxièmement, ça arrive au lendemain de la saisine de la Cour de justice internationale contre l'Algérie, que le gouvernement présente, en tout cas que le maximum de Maliens indexe comme un parrain des terroristes. Donc, ces événements mis ensemble, ça me dit, bon, je me dis, est-ce que ce n'est pas une stratégie de communication pour noyer ces 2 événements? Et l'un dans l'autre, quand même, on est tenté d'aller à cette conclusion. Maintenant, ce qu'il faut retenir, comme Youssouf l'a dit, il y a une opération de communication très intense. J'allais même dire une tentative de déstabilisation par les médias très intense derrière ces activités. Le niveau que l'activité n'a pas atteint sur le terrain, on donne ça par les médias. Avant sa déclaration, il y avait beaucoup de camions garés, on voyait le fil. À cause de la route, l'état dégradé de la route a fait que le mouvement a beaucoup ralenti, en tout cas sur l'axe Bamako-Dakar. Et au niveau je crois, entre Sandaré et Djema et vers, comment dirais-je, j'ai oublié sur la route de voilà, donc ça veut dire que cette communication arrive à un moment où déjà la circulation sur la route est devenue problématique. Ok, voilà. Ousmane Bamba, sur cette dernière actualité. Oui, donc moi j'ai une analyse et des propositions, mais je voudrais maintenir exactement stricto sensu à votre question. La nébuleuse a-t-elle les moyens de ces mises en garde? Comme vous l'avez dit, pour moi, il ne saurait être question de mise en garde, c'est des prétentions. La nébuleuse peut toujours avoir les moyens de ses prétentions, parce que de mon analyse, c'est une guerre qui nous est imposée. C'est comme le disait l'un des grands stratèges militaires, Clausewitz, c'est la continuité de la politique par d'autres moyens. Et c'est une guerre imposée et financée au Mali et à l'AES par des puissances étrangères, parmi lesquelles il me semble la France en premier lieu, et parmi lesquelles vous avez l'Ukraine qui s'est prononcée officiellement, et dont aussi certaines monarchies du Golfe telles que le Qatar. Et cette lutte est relayée dans la sous-région par des pays voisins comme l'Algérie, la Mauritanie et des organisations sous-régionales comme l'UEMOA, comme la CEDEAO. Tout ça pour maintenir nos pays-là dans ce qu'on appelle, le Clausewitz appelé dans le brouillard de la guerre, pour qu'on ne s'occupe pas des vraies questions de développement. Et moi, il me semble, de par mon expérience et de par mes petits voyages à l'intérieur du pays, que la question fondamentale qui nous est posée, c'est à cause de nos ressources. Ce pays est immensement riche de pétrole. Et on ne veut pas, les monarchies du Golfe ne veulent pas que le Mali exploite son pétrole. Et on nous impose la guerre perpétuelle pour que dans ce brouillard-là, nous n'ayons jamais la décision pour comment on appelle, nous développer. Et donc, moi, face à la question, moi j'ai 4 propositions de solutions. La première proposition, c'est que je pense que le Mali devrait, pour moi, activer
comme on appelle, les structures d'autodéfense traditionnelles qui ont existé, parce que nous sommes un pays quand même de résistance qui a fait 70 ans de guerre contre la pénétration coloniale. Comment on l'a fait? Parce que dans les villages, il y avait des structures d'autodéfense. Mais je souhaite que ce soit des structures d'autodéfense encadrées, pour que ce ne soit pas l'armée rouge de la Chine ou bien la milice sous la Première République, encadrés, qui vont relever, c'est-à-dire qu'on fait un quadrillage du pays, chaque village a ses groupes d'autodéfense qu'on active, et ces groupes d'autodéfense sont reliés à un officier de l'armée malienne, qui peut avoir une équipe à côté de lui, mais qui aura pour mission de souvent aller dans ces villages-là, à connaître la géographie militaire, les reliefs et tout, et être le point direct, focal, entre l'armée et ces groupes-là, et faire en sorte que, pour leur dire, ok, les meilleurs qui se distingueront dans ces groupes-là vont être la pépinière de recrutement de l'armée. Et en ce moment, avec cet encadrement, ça va être bien. On a vu l'expérience des VDP au Burkina, ça porte fruit. Si nous ne le faisons pas, l'armée ne peut pas être présente sur tout. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, moi, j'interdirais la binationalité Mali-Algérie, Mali-Mauritanie. Tous les Maliens qui ont ces doubles nationalités devront choisir. Parce que quand ils sont au Mali, ils sont maliens. Ils sont dans ces pays-là, ils ont la nationalité. Ça crée un problème. Troisièmement, je crois qu'il y a des... Comme on appelle... il y a un grand stratège aussi à côté de Clausewitz qu'on appelle Sun Tzu. L'art de la guerre. Donc la guerre est une technique, la guerre est un art. Et la guerre que ces gens-là nous opposent, c'est la guérilla en fait. La guérilla, tu ne vois pas l'ennemi au-delà. Donc il faut gagner la guerre sans combattre. Donc il faut couper tous les relais locaux. Et le dernier point avant que je donne la parole. Oui, donc tous les relais locaux de ces gens, tous ceux qui les soutiennent, là, les identifier, les sources d'approvisionnement, ils se déplacent, donc il faut faire ça. Et troisièmement, moi je dis, quatrièmement, pour moi, l'une des solutions passe aussi par la reconnaissance diplomatique de l'État d'Israël pour moi. Parce qu'en réalité, c'est une question de géopolitique. Et ça va changer le regard du monde sur nous. C'est à nous simplement de savoir négocier notre partenariat avec l'Israël pour que, comme on appelle, on ait d'autres soutiens, mais aussi tous ces pays-là, la France, les États-Unis, là, mais c'est Israël géopolitiquement qui dirige le monde aujourd'hui. Moi, je ne comprends pas pour quelles raisons on ne profite pas aussi d'eux. Donc, les gens vont me dire que ce n'est pas le moment, c'est le moment. Ok, d'accord. Monsieur Ba, votre lecture par rapport à tout cela. Bon, merci. Premier tour de table. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt mes co-débatteurs. D'abord, d'un point de vue géostratégique, moi je crois qu'on ne doit pas être très surpris. Pourquoi cette guerre dont vous avez parlé tout de suite, M. Bamba de Clausewitz, il a parlé de la guerre en 1832, son ouvrage de la guerre. On n'est plus dans les guerres conventionnelles entre États, on est dans des guerres hybrides et asymétriques. Donc ça veut dire que c'est des guerres qui évoluent sur le plan géographique, sur le plan topographique, sur le plan humain et sur le plan même de la carte. Je dis bien des pays, c'est-à-dire les communautés humaines et leur organisation sociale. Maintenant, ce qui se passe pour moi n'est que le point culminant de la guerre économique. On reviendra peut-être pour comprendre un peu les enjeux, mais la réalité c'est que les groupes, en tout cas qui sévissent, ce qu'on appelle les groupes insurrectionnels, d'un côté le JNIM, qui a ses filiales Katiba Massina, de la province jusqu'au sud du Mali, la filiale Ansar Islam du Burkina, c'est-à-dire du Sahel burkinabé jusqu'à l'approche des pays du Golfe de Guinée, et puis la dernière Katiba de Tillabéri jusqu'au parc La W. Tout le monde sait depuis 2 ou 3 ans, ces Katibas se sont constitués, et puis ces Katibas ont des émirs, et ces Katibas opèrent. Ils arrivent à développer une stratégie qu'on appelle le proto-État. Ça veut dire quoi? Ils veulent non seulement avoir le contrôle territorial, ils veulent avoir le contrôle politique, ils veulent avoir aussi le contrôle religieux. Maintenant, est-ce que l'État a développé une stratégie contre-institutionnelle? Là, je crois que c'est toute la question. Et là, pour pouvoir le faire, il y a 3 ou 4 éléments. Il faut contrôler la guerre informationnelle. Chaque fois, comme vous l'avez dit, que ces acteurs développent une information et utilisent les réseaux sociaux, aujourd'hui, ils ont quand même un package de réseaux sociaux, ils ont un package de communicateurs aguerris dans les langues nationales, et là, il va falloir trouver la
contre-stratégie de la guerre informationnelle. Il va falloir aussi développer la gouvernance du renseignement. C'est-à-dire le renseignement humain est un des derniers remparts. Et enfin, il va falloir trouver aujourd'hui comment rassurer les moyens pour rassurer les populations. Mais ce qu'a dit Bamba, moi je ne suis pas tellement d'accord avec lui qu'il faut réactiver les milices. Moi je crois qu'il n'a pas lu... Non, oui, les structures d'autodéfense, ben écoute, c'est des milices. Il n'y a pas de structure cachée. Moi je crois que soyons raisonnables, discutons scientifiquement. Vous avez vu les expériences des pays qui l'ont développé et chez nous-mêmes. Ce que ça donne aujourd'hui, ce n'est pas la peine d'aller dans le détail. Ceux qui n'ont pas la guerre comme moyen, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas été formés dans la guerre, si on les met, quel que soit l'encadrement, il y a des dangers, il y a des enjeux. Donc moi je crois que le Mali aujourd'hui, on doit donner les moyens à l'armée pour mener. Maintenant, c'est le renseignement qu'il faut développer. Demander à ce qu'on active des groupes sociaux, ça c'est aller à un dérapage extrêmement dangereux pour notre pays. Là, je ne partage pas cet avis et je n'encourage pas du tout les autorités à le faire. Au contraire. D'accord. On va rester avec vous. Bamba, ok, mais réagissez rapidement. Non, je voulais qu'il comprenne ma pensée. D'accord. On ne peut pas déployer les forces armées et de sécurité sur toute l'étendue du territoire, ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait une force, comment on appelle, c'est pas d'une armée, mais une force, comme vous avez dit, de renseignement. J'ai dit qu'il faut faire en sorte une cartographie qui fait en sorte que ce groupe-là relève d'un officier. Je n'ai pas dit un sous-officier, je n'ai pas dit un homme du rang. Je dis un officier qui va servir de croix de transmission, qui va servir de relais. Mais pour savoir, même pour informer l'État qu'il y a tel, par exemple, groupe qui est arrivé à telle localité ou autre là, il faut que ce sont des voies comme ça qui peuvent le faire. Ce pays, je vous ai dit, a combattu 70 ans la pénétration coloniale. Mais on l'a fait au bénéfice de quoi? Au bénéfice de notre organisation sociale. Il faut l'interroger. Les gens ont peur pour rien. Moi, si j'ai les moyens, je libéralise même le port d'armes. Je ne peux pas imaginer que dans un village, 5 personnes ou 10 personnes en moto viennent, ils arraisonnent un village de 1000 habitants juste avec des calages. Mais ils ne sont pas plus braves que n'importe quel Malien armé. Maintenant, le port d'armes, comme on appelle, doit être... moi, je milite pour un chef de famille responsable d'une arme dans ce pays. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas donner simplement l'occasion à ceux qui nous attaquent les armes et nous, des braves valides dans les villages, des costauds qu'on vient comme ça attacher devant tout le monde parce qu'ils n'ont rien. C'est pour ça. Les gens disent les armes que non, ça va. Je dis, il faut les encadrer. Chacun a un couteau à la maison. Est-ce qu'on prend les couteaux pour se gorger tous les jours? Ce n'est pas parce qu'on va libérer les armes que les gens pensent qu'on va s'entretuer entre nous. Mais il faut que, dans la doctrine de la guerre, parlons-en un peu. Sun Tzu, il faut faire croire, il dit par exemple, la guerre se gagne par se connaître et connaître l'adversaire, l'ennemi, mais il faut aussi utiliser la ruse, faire croire à ces groupes-là que tous nos villages sont désormais armés, même si entre nous ce n'est pas vrai. Mais cette information-là va avoir un effet de psychose sur eux, parce que quel est leur objectif aujourd'hui? Ils ont perdu la guerre militaire sur le terrain. La guerre militaire, ils veulent créer une guerre psychologique. Ils veulent affaisser le moral de la population pour nous maintenir dans cet état. La guérilla, comme je le dis, c'est l'arme du faible, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas combattre. Comme on appelle les forces organisées, ils se cachent, mais la difficulté des guérillas, c'est qu'ils vont se confondre dans la population. L'Angola a connu ça pendant des années, ils vont se confondre dans la population et c'est très difficile. C'est pourquoi je pense que si le groupe d'autodéfense, maintenant, on peut tirer les leçons du passé. Pourquoi les gens ont su peur de... Ou bien on peut avoir une zone expérimentale. D'accord, on va partager la parole. Je vais revenir avec vous, M. Ba. J'avais envie de vous relancer. Comment comprendre cette nouvelle posture d'Ijnim, par exemple? On a vu un moment, il a essayé de s'attaquer à l'armée. Il y a eu une débâcle au niveau de Kaï, au niveau de Nioro. On l'a vu dans la vidéo. Couper les ponts de ravitaillement, par exemple, en termes de carburant entre le Mali et le Sénégal, le Mali et la Côte d'Ivoire. Pourquoi aujourd'hui la nébuleuse essaie de s'attaquer non pas à l'armée, aller frontalement contre l'armée, mais à des populations civiles, à des intérêts économiques, financiers, par exemple? Bon, là, il faut vraiment analyser le contexte de la vision d'Ijnim, c'est-à-dire sa stratégie, sa doctrine et puis son mode d'action. Et il s'appuie sur 3 axes. Un, ce qu'on appelle en arabe tagiya, ça veut dire quoi? Ça veut dire la dissimulation. Toutes les stratégies développées depuis
les frères musulmans, Hassan el-Banna, en passant par Saïd Qutb, qu'il soit aussi au Soudan avec El Tourabi ou bien Ghanouchi en Tunisie ou même récemment en Algérie avec le fils, c'est la stratégie de la dissimulation. La deuxième stratégie, on l'appelle Tamkin. Ça veut dire quoi? Ça, c'est l'infiltration. Et enfin, la troisième stratégie, c'est le kitman, ça veut dire le secret. Donc, leur postulat de départ, c'est le temps et c'est 3 niveaux. Un deuxième postulat, c'est d'engager, c'est de contrôler et de protéger. Ça, c'est le deuxième postulat. Et le troisième postulat, c'est d'engager, surveiller et de punir. Donc, quand vous avez une telle stratégie qui tire dans une trajectoire historique profonde, et si vous comprenez aussi notre société, qui est une société passive, et que ces gens ont eu le temps de s'imperpénétrer, de comprendre les lignages de notre société, de comprendre les segments de notre société, de comprendre les clans de notre société, du nord au sud. C'est comme ça que nos sociétés sont organisées. Ils ont eu, je dis bien, l'opportunité, ils ont osé, je dis bien, comme vous l'avez cité, Sun Tzu, il dit que la meilleure façon de commettre ton ennemi, c'est de le soumettre sans combat. Donc ils arrivent à s'incruster et à poser des jalons. Ces jalons, c'est quoi? C'est de développer leur vision territoriale, d'avancer tout doucement et d'occuper le pays. Ils l'ont fait. La deuxième stratégie qu'ils ont développée, c'est aussi développer une façon de justice. Donc ils ont montré des moyens et des stratégies comme quoi la justice étatique elle est corrompue et que nous voulons vous donner une justice sans avocat et en un laps de temps. Ils l'ont fait dans beaucoup de localités. Il y a une jurisprudence aujourd'hui des cadis dans le Sahel occidental, dans le centre du Mali, dans le nord du Mali. Et enfin, ils arrivent aussi à rassurer les populations en leur disant que les partenaires qui viennent, ils exploitent vos ressources dans la zone des Cailles, les zones autour de la Falémé. C'est des zones aujourd'hui minières. Ils sont en train de les chasser pour dire aux jeunes, venez exploiter, c'est pour vous. Donc ils créent des contextes attractif, il crée une situation de remise en cause de l'État, il crée des conditions psychologiques de peur. Donc face à tout ça, ils ont osé, ils ont franchi une étape en essayant de bloquer les zones transfrontalières. Ils savent très bien que le corridor avec le Sénégal est un corridor économique important, le corridor avec la Côte d'Ivoire est un corridor économique important. S'ils arrivent à le perturber, ils ont créé la psychose au niveau de Bamako et à la longue, ça veut dire quoi? C'est des pénuries, c'est des difficultés et c'est des rébellions contre les États. Oui, voilà le stratégie. Une espèce de siège, hein, Youssouf, je ne sais pas toujours si les images sont authentifiées. On a vu des citernes incendiées et puis on a également parlé de cette compagnie de transport-là. À ce niveau-là, quelle doit être peut-être la posture et des populations et puis même des décideurs par rapport à ces menaces? Oui, justement, moi j'ai comme l'impression que jusqu'à présent certains prônent en tout cas l'option militaire. Oui, l'option militaire est une bonne option, mais elle ne doit pas être en tout cas la seule option. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde en tout cas l'avancée de ces gens du centre, du nord d'abord au centre, du centre au sud, aujourd'hui il y a un certain maillage, qu'on le veuille ou pas, du territoire. Ils sont présents un peu partout. Puis c'est comme il a si bien dit, ce n'est pas une guerre conventionnelle, c'est une guerre asymétrique où l'ennemi n'est pas en tout cas visible. Je crois que quand on est en tout cas en face d'ennemis comme ça, nous avons vu en Afghanistan, les Américains ont échoué, les Russes d'abord après les Américains. Donc moi je crois que un pays a beau avoir une armée en tout cas suffisamment forte, suffisamment équipée, il serait difficile justement de combattre en tout cas le terrorisme. Donc pour cela, moi je prends justement d'autres options. Et parmi ces options, il faudrait aller au dialogue. Mais dialoguer avec qui, Youssouf? Oui, avec qui? Non, ils ont des relais dans tous les cas. Quand vous écoutez ces groupes-là, ils se mettent souvent au niveau des décideurs pour dire, bon, vous avez interdit l'importation de carburant dans telle zone, nous aussi on va faire le blocus par rapport au carburant. C'est comme s'ils parlent d'égal à égal avec... Oui, d'égal à égal. Oui, effectivement, parce qu'aujourd'hui, on peut peut-être même dire qu'ils ont le vent en poupe parce qu'ils ont quand même pu faire poser des actes qui ont quand même été des actes en tout cas en leur faveur. Donc aujourd'hui, ils sont en train justement d'aller dans ce sens. Mais ils ont des gens quand même avec qui on peut peut-être dialoguer. Et en plus de ça, le fait peut-être de dire qu'un tel pays est le parrain, moi je crois que c'est un discours qu'il faut vraiment arrêter maintenant parce qu'aujourd'hui nous avons besoin, ça veut dire que de tout le monde, de l'accompagnement de tout le monde. ATT l'a dit, le terrorisme, aucun pays, aucune armée, aussi forte qu'elle soit, ne peut combattre à elle seule, en tout cas le terrorisme. Il faudrait une synergie d'action. Et c'est pourquoi moi j'ai dit, la Mauritanie et l'Algérie, pour moi, sont des pays avec lesquels il faudrait composer. En tout cas, ça, c'est mon avis. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que ces pays peuvent être les parrains, mais je crois que nous avons besoin justement de l'accompagnement de tout le monde pour sortir justement de cette crise.
Oui, Bamba qui n'est pas d'accord. Non, ne soyez pas énervé. Non, je suis énervé quand je l'écoute dire d'abord qu'il faut négocier. Tu négocies avec qui? Moi, j'ai eu des gens qui ont été enlevés par ces katibas-là. Mais eux, ils ont une ligne. Il faut un État islamique au Mali. Ça, ce n'est pas négociable. Qui va accepter ça? Si on fait un État islamique aujourd'hui au Mali, c'est la population même qui va se réveiller demain. Deux, mais si on n'approche pas la cause, mais c'est des États qui officiellement soutiennent ce terrorisme. Quand ils attaquent, les Mali vont où? Mais la Mauritanie et l'Algérie, leur implication dans ce qui nous arrive est connue de tout le monde. Mais pourquoi vous voulez caresser dans le sens du poil? Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a des États voisins qui ne sont pas amicaux avec le Mali. Il y a des États voisins qui ne nous aident pas pendant que nous les avons aidés à être indépendants. Nous les avons aidés à être indépendants, c'est parce qu'ils nous ont aidés en 1963 qu'on a pu circonscrire un certain nombre de choses. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est à visage découvert. Mais l'imam est où? C'est pas en Algérie. D'autres personnes qui nous attaquent, ils sont où? Ils ne sont pas en Algérie. Le drone a été abattu au Mali. Pourquoi? Parce que nous étions sur le point d'éliminer certains. Ils sont où? Ils ne sont pas en Algérie. S'ils ne sont pas en Algérie, ils sont soignés où? C'est pas en Mauritanie. Et vous ne voulez pas qu'on le dise? Non. Moi, je pense qu'on est contraint de vivre ensemble. Mais il faut que ces pays sachent raison garder que ce qui nous arrive aujourd'hui peut les arriver demain et que nous, on est toujours dans une position de paix, dans une position pacifiste. Le Mali peut aussi alimenter des rébellions dans ces pays. D'accord. Nous pouvons le faire. Okay. Et nous avons tous les ingrédients, notamment en Mauritanie, où vous avez un apartheid, comment on appelle, Haratine, oui, je ne sais pas Haratine, là, comment on appelle, Bédouine, sur les populations noires. Et tout le sud, les villes de la Mauritanie, Sigil Massa ou bien Nema ou bien... Ce sera je termine avec ça. L'Empire, c'est-à-dire que les vestiges de l'Empire du Ghana, mais ce n'est pas de l'histoire de la Mauritanie, mais pourtant on leur a donné. Donc nous, on a les éléments sociologiques, on a les éléments historiques pour déclencher aussi une guerre en Mauritanie contre le pouvoir, comment on appelle, blanc raciste, qui est en train de, torturer et de déshumaniser les Noirs en Mauritanie. On peut le faire. Nous aussi, nous pouvons nous mêler de la guerre en Algérie. Donc, il ne faut pas qu'on en arrive là. Les Maliens sont encore dans une posture de paix. Il faut que les voisins comprennent que trop c'est trop. Il peut arriver un jour où nous aussi, nous allons prendre la posture d'alimenter ces rébellions dans ce pays-là, on verra. Ok. Oui, Amadou Diallo, qu'est-ce qu'on peut dire en termes de perspective, peut-être de solutions à cette psychose-là, si l'on en tient à ce qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux? Moi, je pense que l'axe Bamako-Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'il y a des menaces, mais ce n'est pas au même niveau maintenant que l'axe Bamako-Dakar. Et pour des raisons, selon mon analyse, je me dis, aujourd'hui, le PASTEF au pouvoir, avec sa volonté souverainiste sur l'économie française et sur l'économie sénégalaise, ça dérange beaucoup l'économie, ça dérange beaucoup la France, énormément. Donc, pourquoi s'attaquer à ce corridor-là? Parce que le Sénégal aussi aujourd'hui peut se constituer en danger par rapport à cette nébuleuse. Donc, moi je pense que ce qu'il faut, c'est de mettre en synergie nos intelligences, nos capacités militaires, nos capacités sociologiques pour pouvoir contrer. Parce que le génime, les gens parlent génime, les gens parlent de mais qu'est-ce qui est derrière le génime? C'est pas le génime. C'est pas le génime. Et la description que M. Ba vient de faire, la description sociologique de notre société, je ne dis pas que le génime n'a pas beaucoup de cadres, mais il s'inspire de quoi? Il s'inspire des études sociologiques que la France a faites au Mali. Les études anthropologiques que la France a faites au Mali. Il s'inspire de ça. Et puis mieux, quand on voit les modalités d'attaque, mais on ne peut pas dire que c'est les petits panthères qu'on voit dans les vidéos qui font ce genre d'attaque. Ah non! D'accord. Brûler tout un village en un laps de temps, brûler tout un quart en un laps de temps, ça se fait avec des fusils. Utiliser des drones. Aujourd'hui, il y a le drone lance-flamme que l'Ukraine utilise aujourd'hui. Et il y a le fusil lance-flamme que la France a utilisé pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui a utilisé dans le pays, en Vietnam. Donc, il y a beaucoup d'ingrédients qui nous amènent à dire que
les génimes là, le génime travaille pour la France. Okay. Et ça, il ne faut pas que les gens aient peur de le dire. Le génime est en train de travailler. Parce qu'aujourd'hui, économiquement, la France a des problèmes, de sérieux problèmes. Et qu'est-ce qu'elle veut? Il faut maintenir nos pays dans la précarité. Maintenant, un petit rappel, s'il vous plaît. En 2008, lorsque le gouvernement de Sarkozy a mis le Mali en rouge, il y a un ministre malien qui m'a raconté l'histoire. Quand c'est fait, lui, il a appelé l'ambassadeur de France à Bamako pour lui dire, mais pourquoi vous mettez la destination Mali en rouge comme ça? Il dit oui, parce que vous avez distribué les permis d'exploration pétrolière à tout le monde sauf à la France. Mais il dit, mais est-ce que la France a demandé? Il dit, mais la France n'a pas besoin de demander, parce que dans sa subconscience, il y a un accord colonial qui donne à la France la primauté sur nos matières premières. D'accord. Donc du coup, et ça, la guerre, la rébellion de 2012 est partie de là. Okay. Et à travers, des années, non. Mais, voilà, d'accord. Donc je vais terminer rapidement. Lâchez maintenant. Voilà, je vais terminer rapidement. Et surtout les enlèvements. Quand les enlèvements ont commencé au Niger, ça s'est terminé au Mali. Quand les enlèvements ont commencé en Mauritanie, ça s'est terminé au Mali. Et ça, de fil en aiguille, ils ont commencé à mettre en place la rébellion. D'accord. Sous le regard de tout le monde. Et donc aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut que les gens comprennent qu'on n'est pas des anti-français. Mais on dit ce qui est réel pour que les Maliens comprennent ce que la France est en train de faire à nos pays. Diallo, c'est compris. Monsieur Ba, en termes de perspective, comment entrevoir l'évolution de la situation? On se rappelle, il y a quelques mois, ce sont des industries qui avaient été attaquées. Soukala, dans la région de Ségou, une industrie de ciment vers Bafoulabé. Aujourd'hui, c'est des attaques le long des corridors routiers. En termes de perspective, comment entrevoir l'évolution justement de cette situation-là sur le terrain, selon vous? Oui, merci beaucoup. Bon, avant la perspective même, moi je crois qu'il faut analyser froidement les causes structurelles de ces crises. Et je crois que quelquefois, on est un peu dans l'émotion. Et je pense qu'il ne faut pas toujours accuser les partenaires. Il y a des accusations, il y a des réalités, mais il y a aussi des éléments sans fondement. Vous savez, quand un pays est en crise depuis des années, ça fait 10 ans à 12 ans, ça veut dire qu'il y a des responsabilités aussi internes. Il y a aussi des besoins, il y a les récits nationaux, il y a beaucoup de choses. Et là, vraiment, il ne faut pas qu'on induise un peu les gens dans certaines erreurs. Donc, moi, je souhaiterais quand même faire cette mise au point, que dans notre débat, on est vraiment des responsables, journalistes, chercheurs. La première chose d'abord, c'est d'être un peu indépendant dans le débat et ne pas être partisan. Ça, c'est extrêmement important. Pourquoi? Bon, ça veut dire que c'est un débat d'opinion. Voilà. Non, il n'y a pas de souci. Ça, c'est important. Non, on va passer ça. Chacun dit son opinion. Non, chacun va dire son opinion. De garder, parce que... c'est un débat d'opinion. L'analyse, c'est un débat d'opinion. C'est quoi? On est d'accord. C'est qu'il y a les citoyens que nous sommes, nous donnons notre avis. Il y a aussi notre position de neutralité qui le demande dans l'analyse de la scientificité. La neutralité n'existe pas, cher monsieur. D'accord. Okay. Non, il est d'accord. C'est un débat d'opinion. C'est un débat d'opinion. Et chacun a ses opinions. Chacun a ses opinions. Donc ça, c'est un. Ok, donc laissez-moi terminer. Monsieur Baba, tu as parlé, on ne t'a pas contredit. On est dans un débat d'idées que chacun parle. Oui. C'est bon, Baba. Moi, j'ai précisé. Donc là-dessus, du calme. Respirez bien et calmez-vous là. Bon, maintenant, la deuxième chose, par rapport aux perspectives. Et vous savez, cette question, elle est profonde. Donc, analysons les causes profondes, analysons tous les contextes sociétaux, les analyses sociologiques, les crises de société, les préoccupations des sociétés et les remises en cause souvent de certains comportements ou d'agissements. Là, ça permet de comprendre aujourd'hui ce que chacun veut. C'est vrai que c'est des crises structurelles complexes qui ont souvent des racines anciennes, qui ont aussi des racines à l'extérieur. Donc là-dessus, moi je crois qu'en termes de perspective, il va falloir que nos États, en tout cas notre État particulièrement, le Mali qui nous concerne, qu'on travaille dans la guerre informationnelle et qu'on essaie de répondre de façon adéquate et qu'on sorte un peu du débat des influenceurs qui ont un travail très limité. Donc la guerre informationnelle doit être répondue par des réponses contre-informationnelles adéquates et réfléchies par des chercheurs, des analystes et surtout des gens qui ont la capacité de produire. Ça, c'est un premier point comme perspective. Le deuxième point, j'ai parlé tout à l'heure de la gouvernance du renseignement. Moi, je crois qu'aujourd'hui, dans notre pays, les gens ont peur.
Quand les groupes viennent dans les villages, ils s'attaquent aux populations, ils prennent les gens. Ceux qui parlent ne sont pas souvent protégés, donc les gens ont peur. Donc il va falloir aussi protéger, stabiliser le pays en protégeant les citoyens. Ça, c'est un deuxième point. Le troisième point, nous avons besoin aujourd'hui que toutes les forces vives de la nation se retrouvent aujourd'hui. Que les gouvernants acceptent de discuter avec les érudits, avec les notabilités et que les gens donnent leur avis. Ce n'est pas seulement une question d'un groupe, c'est une question aujourd'hui du pays. Il s'agit d'un pays à protéger, à sauver. Donc à ce titre, moi j'appelle en tout cas les gouvernants actuels à approcher les leaders qui ont la capacité d'influencer la société pour qu'ils discutent et qu'on puisse s'entendre. Et enfin, un dernier point, qu'on dépasse les contingences politiques, qu'on dépasse les contingences souvent sociales, qu'on entre dans une cohérence sociale et que les forces vives de la nation travaillent ensemble et qu'on puisse vraiment trouver des solutions. D'accord. Voilà un peu mon avis là-dessus. Okay. Non, je voulais juste préciser, hein, c'est un débat d'opinion. Nous sommes 5 sur le plateau, chacun dit son opinion et c'est aux téléspectateurs de juger si telle prise de parole est partisane ou neutre. Ça ne va pas servir, Bamba, à quelque chose de se tirailler là-dessus. Mais on va faire un dernier tour de table sur ce sujet avant de passer au deuxième débat qui va concerner cette plainte du Mali auprès de la Cour internationale de justice. Dernier tour de table, Youssouf. Comme dernière intervention, moi je voudrais juste dire, prendre en tout cas, donner un certain nombre d'exemples. Prenons le cas du pays de la Syrie ou de l'Afghanistan. Ces deux pays sont pour moi illustratifs en tout cas de la capacité en tout cas de nuisance de ces groupes terroristes-là. La Syrie, le régime syrien était soutenu par la Russie, mais il est tombé. L'Afghanistan, les deux grandes puissances militaires du monde ont soutenu pratiquement le régime afghan. Mais finalement, le régime est tombé, ils sont tous allés. Donc moi je crois qu'il ne sert à rien de rester chaque fois dans l'émotion, dans une posture belliqueuse pour dire que oui, nous ne négocions pas, oui, nous indexons en tout cas tel pays ou tel autre pays. Je crois qu'il faut qu'on dépassionne. Il faut qu'on dépassionne. Ça fait 5 ans, ça fait plus de 5 ans déjà qu'on est dans ça. Et l'option que nous avons privilégiée, ça c'est l'option militaire. Ça donnait quoi? Et aujourd'hui, c'est... Mais on est à Kidal quand même, par rapport à l'option militaire. On est à Kidal, oui, d'accord. Oui, l'option militaire a donné ce qu'elle a donné, mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'au départ, le problème était à Kidal et au centre. Mais aujourd'hui, c'est jusqu'à Kaï, jusqu'à l'extrême ouest quand même. Donc ça, c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Donc face à ce problème-là, il faudrait trouver d'autres solutions plutôt que la solution militaire. C'est pourquoi j'ai dit, à côté de l'option militaire, il faudrait qu'il y ait d'autres options. Et le dialogue, pour moi, est une vertu vraiment que nous pouvons justement essayer d'essayer pour pouvoir trouver des solutions à notre crise. Bamba, ensuite Diallo, avant de passer au prochain sujet. En fait, moi je voudrais juste préciser que sur ce plateau, chacun est libre de ses opinions et chacun est indépendant. Je pense que j'ai précisé ça. Donnez vos points de vue et ne vous attaquez pas aux gens, sinon vous allez la réplique nécessaire. Non, ce ne sera pas la peine. Donc moi je veux simplement dire une chose. Ce pays a négocié de 1963 jusqu'à maintenant. On a eu combien d'accords de paix qu'on a signés? Tous ces accords de paix étaient le fruit de négociations âpres. Ça a donné quoi? Il faut inverser la tendance. Tant que nous n'aurons pas une armée forte, tant que la balance ne changera pas de notre côté, tant qu'on ne négociera pas en situation de force, on ne sera pas entendu. Aujourd'hui, si tu veux négocier avec Yad, comment tu fais? Ceux qui disent cri là, négocier là. Mais moi, je veux que l'État les commette pour aller négocier. Comment ils vont négocier avec Yad? Est-ce qu'ils connaissent sa position? À Koufa, comment ils vont négocier avec Koufa? Mais vous faites comme si on ne veut pas, on veut négocier, mais on n'a pas d'interlocuteur de bonne foi. Ils sont figés sur une position. Le vivre ensemble que nous avons eu ici, comme on appelle millénaire dans ce pays, les chrétiens, les musulmans, ceux qui sont même pas religieux, des kamites, des athées, on vit en harmonie dans ce pays des millénaires. Mais vous ne pouvez pas venir imposer une charia à une république, comme on appelle le laïque, qui vit en harmonie depuis des siècles, depuis les temps immémoriaux. C'est ça le problème. C'est ça le problème. On ne peut pas non plus accepter qu'on vive dans un pays à double vitesse, que dans des régions on est la charia, dans d'autres on n'est pas. Donc c'est ça qui est le problème. Mais on a donné les bases de la négociation. Comme on appelle la laïcité de l'État n'est pas négociable. On a donné des bases. S'il respecte ces bases-là, la négociation est possible. 2. Je répète encore une fois, je dis la neutralité dans le contexte actuel du Mali est une lâcheté. Il faut avoir le courage de ses opinions. On ne peut pas être neutre. J'aurais aimé que vous ce n'est pas moi. Votre point de vue, ce n'est pas eux. Sans parler de lâcheté. Ce n'est pas ça. Okay, il y a un grand avocat du Congo qui a fait partie d'un concours d'éloquence en Suisse. C'est lui qui l'a développé.
Donc, je ne l'ai pas cité, mais j'ai pris ces mots. Donc, je vous demande simplement d'écouter ce plaidoyer-là. Vous vous rendez compte, c'est quoi la neutralité? On ne peut pas être neutre dans une situation, deux personnes se battent, mais vous ne pouvez pas être neutre quoi? Dans le contexte actuel du Mali, chacun doit choisir son camp. Mais on nous impose une guerre qu'on n'a pas cherchée. Depuis 1963, on est en guerre. Chaque 10 ans, on revient, on fait des accords de paix. Mais tu crois que nous, au Sud aussi, on n'a pas de revendications? Mais nous, on est soumis au concours, pendant que d'autres sont intégrés dans la fonction publique, sont intégrés dans les forces armées de sécurité, sans concours et rien. Avec tout ça, ils disent qu'ils ne sont pas encore satisfaits. Mais on renégocie demain encore, on dit intégration de 100 000 combattants dans l'armée haute là. Donc ceux qui n'ont pas combattu, vous pensez qu'ils n'ont pas de problème? Donc si on continue de cette façon-là, mais vous allez révolter tous les pays. C'est pourquoi moi je dis, sachons raison garder, on a eu plus de 5 accords issus de processus de paix intenses. Aujourd'hui, il faut que l'État du Mali s'impose par sa force armée. Et après cela, quand on saura qui est le plus fort, on pourra négocier. Oui, Diallo, 30 secondes avant d'aller au prochain sujet. Je vais juste rappeler que à l'issue du dialogue que le président Ibrahim Boubacar Keïta avait initié, il avait été demandé d'approcher Iyad pour discuter avec lui. Et je pense qu'à l'époque, c'est le président du Haut Conseil d'alors, l'imam Diko, qui avait souhaité ça. Et le président Ibeka était d'accord. Mais qui s'est opposé? C'est l'ami français qui s'est opposé à ça. Et ça, c'est le compte de tout le monde. Ils ont dit non, pas question de discuter avec Iyad. Et pourquoi? Aujourd'hui, on va discuter avec Iyad sur quelle base? Il n'y a pas... Parce qu'Iyad même, ce n'est pas lui-même. Iyad est financé. Iyad est entretenu. Iyad ne peut pas décider, il ne peut rien décider. Ça, c'est clair et net. Maintenant, ce qu'il faut ajouter, comment cette nébuleuse s'est transportée dans la région de Gaï et autres? Ils ont exploité, moi je ne vais pas dire des choses, mais ils ont exploité le travail d'une ONG. Je ne vais pas dire son nom. Moi je connais cette ONG, partout où elle a travaillé, se trouve aujourd'hui dans cette situation. L'ONG a travaillé dans la zone de Mopti. Elle a travaillé dans la zone de Kolokani. Elle a travaillé dans la région de Kita. Dans toutes ces zones, nébuleuse est là-bas. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'exploiter, comme j'ai dit, je rappelle, les anciennes études anthropologiques. Moi, j'ai fait philosophie. J'ai fait ma mémoire sur ça. Ils sont en train d'exploiter les anciennes études anthropologiques que la France a effectuées au Mali pour pouvoir pénétrer. Deuxièmement, ils sont en train de profiter d'une situation. Ça, c'est l'hivernage, j'ai toujours dit. Pendant l'hivernage, la circulation des engins lourds de l'armée est difficile. Très difficile. Je connais de la zone, je connais beaucoup de zones. Moi, j'ai beaucoup parcouru le Mali. Difficilement, l'armée peut circuler. Donc, ils ont les moyens faciles de s'infiltrer, de rentrer et de parcourir le pays. Maintenant, attendons la fin de l'hivernage. Parce que c'est des groupes, je ne dirais pas lâches, mais qui ne sont pas prêts à affronter l'armée, mais qui vont s'en prendre aux populations civiles. Et ça, c'est trop lâche. Maintenant, j'ai dit ce qu'il faut, pour sortir, il va falloir accélérer. Pour sortir, je pense que ce que Bama a dit, je ne dirais pas d'activer, mais il y avait quelque chose que Modibo Keïta avait initié. Ça, c'est le système de civique. On peut quand même relancer cette formule qui va permettre, parce que les civiques là, ce sont des hommes en armes, mais en civil, qui étaient là pour la vulgarisation agricole, mais qui servaient aussi en même temps de rôle de vigile pour la société. Donc on peut réactiver ce système, ça peut aider la population non seulement à s'organiser, mais aussi à affronter cette nébuleuse. D'accord, monsieur Pas, voilà, pas de polémique pour aller de l'avant. Oui, allez-y. Mon cher frère, on est dans un débat d'idées. Non, chacun a son avis. C'est-à-dire la réalité seulement, les expériences développées par rapport même à des groupes sociaux sont montrées leurs limites dans nos pays. Regardez même autour de nous. Ça veut dire quoi? Il faut donner à l'armée malienne, l'armée républicaine, les moyens, tous les moyens vraiment financiers, les moyens psychologiques, les moyens matériels, et l'encadrement qu'il faut, parce qu'on dit un homme
les moyens, une mission. C'est ça une armée républicaine. Et je crois qu'on est dans ce cadre. Donc vraiment, et sur ce côté, soyons prudents. Pour nous tous. Parce que nous adressons à des gens qui nous écoutent et nous serons aussi jugés par rapport à nos propos. Le deuxième point, moi je suis d'accord avec Diallo tout à l'heure, on peut réactiver des citoyens qui peuvent aider le pays, mais d'une façon peut-être en termes de renseignement. Mais là-dessus, il va falloir quand même travailler pour éviter vraiment des accrochages et surtout vraiment des idées préconçues entre les communautés. Donc à ce titre, face à la situation actuellement, moi je crois qu'il est bon que les forces vives de la nation soient appelées. Moi, je parle par exemple des grandes familles du pays, les familles dignitaires, les familles fondatrices de Bamako. Je parle aussi des chefs religieux, de tous les courants autour du Haut Conseil islamique. Je parle aussi vraiment de la famille chrétienne. Je parle de l'archevêché. Je parle aussi de la famille des chrétiens pasteurs. Et puis de certaines personnalités, des fausses personnalités morales qui ont occupé des fonctions, comme les premiers ministres, et qu'on voit comment engager le pays sur la base d'un nouveau consensus. Ça peut être un consensus vraiment de l'ensemble de la nation, mais aussi ça peut être aussi même un consensus qui va aller à un gouvernement d'union nationale pour vraiment avancer. Moi, je crois que ça, c'est très important pour notre pays et que nous puissions vraiment avancer parce qu'on est dans un débat d'idées vraiment pertinent. Tout à fait, un débat d'idées pertinent, oui, mais 30 secondes, franchement. 30 secondes. Non, c'est bon, puisque Bamba veut en profiter. On enclenche sur le deuxième sujet avec la plainte du Mali auprès de la Cour internationale de justice. Vous vous rappelez, un aéronef de l'armée malienne avait été détruit à Tinzaouaten dans la région de Kidal par l'Algérie. Justement, cette fois-ci, on va faire comme ça. On va commencer par M. Ba, M. Diallo, Youssouf et puis Bamba par rapport à cette question. M. Ba, est-ce qu'il faut attendre quelque chose de cette plainte du Mali auprès de la CIJ? Bon, c'est une question de droit. Vous savez que la plainte n'est qu'un phénomène juridique. Il y a eu cet événement malheureux où notre aéronef drone a été abattu dans un contexte très complexe. Ça a été dit. Je crois que le Mali a son droit de se plaindre s'il rassemble des indices, des preuves, comme quoi un pays a abattu cet avion. Moi, je crois que le fait d'amener sur le terrain de la CIJ, la Cour internationale de justice, ça veut dire quoi? On sort de l'aspect belliciste pour aller à un aspect vraiment de droit. Là, attendons voir un peu ce que ça va donner. Il y aura des avocats qui seront commis, il y aura des argumentaires et très souvent, ça prend un peu de temps. Mais la justice en son genre a son mode d'action. Là-dessus, il est difficile de spéculer tout de suite parce que c'est les argumentaires et généralement, c'est des dossiers aussi secrets. Donc, je ne crois pas qu'on ait aujourd'hui des éléments précis, probants, pour vraiment en parler sauf spéculation. Donc, il va falloir laisser à la justice internationale se prononcer et voir un peu quels résultats on va développer par rapport à ce point. Oui, M. Diallo, ce n'est pas la première démarche similaire du Mali. On se rappelle, il y a quelques années, au niveau du Conseil de sécurité, le Mali avait affirmé détenir des preuves contre un pays par rapport à des actes pas très catholiques. Ça n'a pas abouti, ça n'a pas marché. Est-ce que, pour autant, on peut dire que celle-là aussi a des chances de connaître un succès? Bon, moi je pense que derrière ça, il y a peut-être ce qu'il faut espérer, c'est l'aspect diplomatique, l'aspect communicationnel qu'on peut en tirer. Sinon, la CIJ n'a aucun moyen de pression sur les États. Est-ce que l'Algérie va accepter de répondre même? Parce que si les États ne se sont pas accordés pour aller devant la Cour internationale, qui est un des éléments de la Cour, des formes de saisine de la Cour, il faut que les États partis s'entendent pour accepter de laisser leur affaire gérée par la Cour. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que l'Algérie n'est pas obligée de partir. Et donc, le Mali peut rester. Mais si l'Algérie ne vient pas, donc le dossier peut ne pas être jugé. Maintenant, ça c'est... Mais ce qu'il faut, sur lequel on peut vraiment s'apaisantir, ça c'est l'aspect communicationnel. Ça, il faut qu'on mette beaucoup de moyens dans la communication pour pouvoir, en tout cas, sensibiliser suffisamment l'opinion d'abord nationale malienne, ensuite l'opinion internationale et surtout l'opinion algérienne pour qu'elle comprenne que ce que son État fait vis-à-vis du Mali est ingrat. Aujourd'hui, l'Algérie existe parce que le Mali a pris tous les risques
de laisser les combattants algériens se former, développer leur stratégie, attaquer l'occupant français à partir du territoire malien et permettre même aux FLN de s'armer parce que le matériel leur parvenait à travers le port de Guinée, le Mali, qui traverse Bamako, Bamako, Mopti, jusqu'à arriver à Gao. Et puis, donc, mais aujourd'hui, malheureusement, les ex-amis, je peux dire ainsi, les amis algériens ont oublié ça. Il faut que l'opinion publique algérienne soit suffisamment informée, suffisamment sensibilisée par rapport au comportement de son État. Et puis, troisièmement, sensibiliser encore l'opinion internationale européenne et américaine pour qu'elle puisse vraiment adhérer à la cause du Mali. Parce que d'abord, comme vous l'avez dit, les deux premières plaintes contre la France, contre l'Algérie, aucune d'elles n'a abouti. Donc, et là aussi, ce n'est pas évident que ça aboutisse. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de mettre vraiment la pression côté médiatique. Mais le bémol par rapport à ça, c'est que l'autre jour, quand je disais dans mon introduction, à peine on dépose la plainte au moment où le Mali prépare, en tout cas, la campagne médiatique, cette affaire-là vient. Et tous les médias français se sont mis dans ça, oubliés, comme s'il y a une stratégie de noyade. Et c'est effectivement ça, c'était une stratégie de noyer cette affaire-là, complètement inhibée, comme pour que les gens n'en parlent plus, et pour que les Maliens même oublient et soient occupés ailleurs. Donc il faudrait que pour tout ça là, que l'État lui-même vraiment se donne les moyens de réfléchir à des bonnes stratégies de communication et associer tout le monde, parce que ce n'est pas une affaire de, je dirais pas de nos frères qui font seulement la vidéo, mais associer tous les canaux de communication pour pouvoir impacter sérieusement sur l'opinion internationale. Youssouf Sissoko, est-ce que c'est une plainte pour la forme, pour l'histoire, pour marquer cette agression, cet acte inamical, ou est-ce que vous pensez qu'elle a des chances d'aboutir? Bon, avant de répondre à cette question, j'avais demandé la parole pour ajouter une proposition de sortie de crise. C'est comme pourrait rejoindre en tout cas M. Ba, c'est de rassembler tout le monde. Et c'est regrettable justement qu'on en arrive en tout cas à la dissolution des partis politiques et des associations. C'est-à-dire qu'un pays qui est en crise, il doit justement penser à rassembler les filles et les fils en tout cas de ce pays-là pour justement parler d'une seule voix et former un front contre justement la nébuleuse, si vous voulez bien, terroriste. C'est ce que je voulais ajouter. Maintenant, par rapport à la plainte, je crois que la plainte, elle est pour moi juste un symbole. C'est un symbole et je crois, comme Diallo l'a dit, c'est peut-être une communication que l'État a voulu faire, parce que j'ai dit pourquoi c'est un symbole, parce que tout simplement quand tu regardes la posture en tout cas dans laquelle le Mali est aujourd'hui, c'est-à-dire que cette plainte n'a pas tellement de chances d'aboutir, n'a pas de chance, surtout qu'elle est portée contre l'Algérie. Et quand on sait en tout cas le poids de l'Algérie sur le plan international, je crois que je dirais tout simplement que c'est une très bonne chose, parce que c'est le droit, comme il a si bien dit. Je pense que nous avons en tout cas le droit de porter plainte si nous nous sentons en tout cas lésés, si en tout cas notre pays se sent attaqué. Mais je pense honnêtement que cette plainte n'a pas tellement de chances d'aboutir. Je dis ça pourquoi? Parce que quand on regarde en tout cas les pays normalement qui sont susceptibles en tout cas de soutenir le Mali, comme par exemple la Russie et la Turquie, ces pays se trouvent être en tout cas les premiers partenaires justement de l'Algérie. Et je me demande si en tout cas les pays n'ayant pas d'amis mais des intérêts, si ces deux pays-là vont justement appuyer cette plainte. Bon, en plus de ça, je me dis également que c'est vrai, l'Algérie est embrouillée avec la France, mais nous aussi nous sommes embrouillés avec la France, avec l'Occident, etc. Donc bref, ça veut dire que la posture actuelle du Mali ne lui permet justement pas d'avoir gain de cause sur le plan international. C'est pourquoi... pourtant, on a l'impression que le Mali, sans être membre permanent du Conseil de sécurité, on a l'impression que le Mali a deux vétos. Lesquels? La Chine et la Russie. Donc j'ai dit, on a l'impression. Oui, justement, c'est juste une impression. Mais pour ce cas d'espèce, je ne crois pas que ces deux pays-là vont justement sortir pour en tout cas soutenir le Mali, parce que le monde étant une question d'intérêt et de géopolitique, je crois que je pense honnêtement que c'est bien de porter plainte, mais je ne pense pas que nous ayons en tout cas suffisamment de chances d'avoir gain de cause. D'accord. Bamba, sur la question. Merci bien, Sikou. Je voudrais d'abord rendre hommage à mes professeurs émérites de l'ENA,
professeur Namougou Sanou, les frères Fomba et tous les autres. Parce que ce que je sais de la CIJ, c'est eux qui me l'ont appris. Je suis tout à fait à l'opposé de ce qui a été dit, parce que moi je pense que le Mali peut attendre beaucoup de cette procédure, sinon tout de cette procédure. Et ça me semble être le début d'un processus judiciaire que notre pays commence par l'Algérie, qui pourrait ou qui doit, je le souhaite, continuer avec la Mauritanie, continuer avec l'Ukraine, continuer avec la France et continuer même avec le Qatar. C'est ce que je souhaite. Mais l'Algérie est le premier. Alors c'est quoi la Cour internationale de justice? La Cour internationale de justice n'est pas une institution spécialisée des Nations Unies, mais c'est un organe au même titre que le Conseil de sécurité, que l'Assemblée générale, avec un statut particulier, ça siège à La Haye. Ce n'est pas sur l'émotion que la Cour internationale nous a habitués à trancher les affaires. C'est une cour sereine et jusqu'ici, elle n'a rendu aucune décision de fanfaronnade. Et je pense que le Mali ne pouvait mieux faire que de saisir la Cour internationale de justice, qui est quand même d'une élégance diplomatique et d'État que nous n'avons jamais fait. Donc pour moi, j'attends beaucoup. Pourquoi? La Cour a deux compétences. Elle a une compétence contentieuse qui n'est ouverte qu'aux États et une compétence consultative qui est ouverte non seulement aux États, mais aussi aux autres institutions spécialisées des Nations Unies pour interpréter des textes. Maintenant, nous, on l'a saisi dans le domaine de la compétence contentieuse. Et ce qu'il a dit est vrai. Au départ, il faut qu'il y ait un compromis entre les deux États qui saisissent la Cour internationale de justice. Mais un pays aussi peut unilatéralement saisir la Cour internationale de justice sur des faits quand chacun des pays, par exemple, a donné ses versions qui sont divergentes. Ce qui est le cas de l'attaque du drone du Mali. Donc le Mali est bien en droit de saisir la Cour internationale de justice. Et moi, je pense que la plainte est recevable en la forme et dans le fond. En la forme, c'est peut-être saisie unilatérale, mais puisque tous les deux États se sont prononcés avec des versions différentes, vous l'avez abattu sur mon territoire, l'autre dit non, et c'est une situation qui peut, comme on appelle, casser la paix régionale. Donc la Cour est en droit de se prononcer dessus. Et la Cour va le faire. 15 juges, et vous savez qui sont ces juges-là aujourd'hui. On a, je crois, un juge ougandais ou autre là, et ce n'est pas une question de poids d'un pays qui peut influencer la décision de la Cour internationale de justice. Peut-être que ce serait une première dans cette affaire, mais nous ne le souhaitons pas, ce ne serait pas le cas. Donc, pour moi, c'est le début. Donc, de deux choses l'une. L'Algérie, si elle refuse de comparaître, elle ne peut pas refuser de comparaître. Pourquoi? Parce que c'est une saisie unilatérale qui pose un problème de fond sur lequel l'Algérie a donné une version qui est tout à fait différente. Donc, c'est l'épreuve. Mais au demeurant, si elle refusait de venir, elle confirmerait la thèse du Mali. Comme quoi, le drone a été abattu, les épaves ont été reçues où? C'est en territoire malien. Donc elle confirmerait la position du Mali. Donc la crédibilité internationale, diplomatique et politique de l'Algérie va se remettre en cause. La Cour, c'est vrai, les décisions de la Cour sont contraignantes pour les États, ne l'oubliez pas. C'est vrai, elle n'a pas une force pour faire appliquer ces décisions, mais le pays qui aura bénéficié comme on appelle, de la décision, bon, qui serait sorti gagnant de la décision, peut saisir le Conseil de sécurité. À défaut, activer l'Assemblée générale des Nations Unies. Et donc, pour enclencher peut-être le chapitre qu'il faut pour venir faire la coercition. Donc, ce n'est pas une mince affaire. Et vous allez voir les développements que cette affaire va voir. Mais ne vous attendez pas à une décision dans 2 mois, 2 ans. Souvent, c'est une procédure qui peut aller à des années. Donc, ça peut aller 4-5 ans. Okay. Donc, je résume en disant que pour moi, cette plainte est le début d'un processus judiciaire que notre pays, pour sa crédibilité internationale, a engagé aujourd'hui contre l'Algérie, mais demain, je le souhaite, contre la Mauritanie, parce que nous avons des preuves probantes fondées sur des faits, que ce pays-là aussi soutiendrait la rébellion contre notre pays. Nous devons aussi porter la même plainte devant le Conseil de la Cour internationale de justice contre l'Ukraine, qui par des voies les plus autorisées a dit qu'il soutenait ces gars. Et non seulement aussi la France, mais aussi même le Qatar. Donc, mais si nous le faisons, ça prend date dans l'histoire, mais le Mali crédibilise
sa position, Okay. ça montre la nature d'État que nous sommes. D'accord. Sinon, nous aurons pu aussi abattre un autre. Voilà. Ok. Et, non, je termine en Ouais, disant. on vous a longuement donné la parole. Mais Concluez c'est le maintenant. seul Ok, juriste. allez-y. Ok. Non, mais c'est le seul juriste sur la table. C'est un philosophe, c'est un professeur de lettres, je ne sais pas, un autre. Pas aussi Mais non, juriste. mais Ok, donner la parole au juriste, concluez, parce que c'est ma question. concluez. Ah, mais c'est ma question. Ok. Non, il faut éclairer les champs. D'accord. C'est une question de droit, c'est pas une question sentimentale. Ok. Hein? D'accord. Vous- Ok. Non. D'accord. Ouais, Youssouf, vous voulez ajouter quelque chose? On est en fin d'émission. Oui, ce que je voudrais juste dire, c'est vrai, c'est le Mali en droit justement de porter plainte. Surtout qu'il pense avoir, en tout cas le gouvernement pense avoir des preuves, en tout cas sur ce qui s'est passé, en tout cas sur son territoire à Tenzawaten. Je crois que ça c'est un droit, tout le monde a ce droit-là, mais j'ai dit la posture dans laquelle se trouve en tout cas le gouvernement, ce serait difficile justement d'avoir gain de cause. Mais c'est bien, c'est pour le symbole et c'est bien pour la postérité aussi, parce que en fait un État aussi ce n'est pas tout de suite, c'est demain, c'est après-demain, etc. Donc le fait qu'il y ait cette plainte, je crois que c'est une très bonne chose. Mais quant à s'attendre justement à peut-être un résultat probant, je ne crois pas trop. Voilà, ouais, rapidement, Diallo. Pour ajouter que tout ce que Bamba a développé, on n'est pas opposé à ça, mais ce qui est clair aussi qu'il y a dans l'histoire, moi j'ai fait beaucoup de recherches aussi sur la Cour, dans l'histoire, je n'ai pas vu un Mais pays qui a il gagné. dit que vous n'êtes pas juriste, que vous êtes philosophe. Non, je suis mais ce qui a été fait, ce qui a été fait est acté. D'accord. Les résultats, en tout cas que j'ai eu, certains pays se sont même retirés, ont même retiré à la Cour le certificat de laisser toutes ces affaires gérées par la Cour. D'accord. Pour dire que la Cour, c'est vrai que elle a une importance, mais si l'autre partie ne vient pas, en tout cas, ça va faire l'effet de non-événement. Okay. Parce que pour l'autre là, c'est non-événement. Et je pense qu'une justice, en tout cas une justice sereine, doit écouter toutes les parties. Ok, voilà. Ce sera donc le mot de la fin. On est en terme d'émission. Toutes nos excuses pour cette coquille qui s'est glissée au niveau du premier thème. Faut-il craindre les menaces? Vous avez été nombreux à nous signaler cette coquille. Philippe Ndiakité du Conseil national de transition ou l'ingénieur Ibrahim Diallo. Voilà, un carton jaune à la réalisation par rapport à cette coquille. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce débat du dimanche avec nos invités. Boubacar Ba du Centre d'analyse de la gouvernance de la sécurité au Sahel. Monsieur Ba, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Youssouf Sissoko, directeur de publication de l'Alternance. Merci Youssouf. Amadou O Diallo, journaliste, et Ousmane Bamba, modérateur de Kédougou Forum et juriste, qui a rendu hommage à ses professeurs de l'ENA. Merci Bamba. Vous avez une écharpe, professeur Dionkounda Traoré. Ah oui, je suis son élève et son D'accord. camarade aussi. Ok. À 21h, vous allez retrouver Politique le débat avec Adama Tembeli. Moi, je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, dimanche prochain pour un autre débat sur Africa Télévision.